Elle a remplacé sa sœur pour son quart de travail en tant que femme de ménage et a fini par rencontrer le PDG, un père célibataire qui avait le plus besoin d'elle. L'orage s'est abattu rapidement sur le Queens, enveloppant la ville d'une pluie épaisse et grise. Le tonnerre grondait au loin, et les vitres du petit appartement claquaient à chaque rafale de vent. À l'intérieur, Laura était assise en tailleur sur le sol près du vieux radiateur d'appoint, un épais manuel de médecine ouvert sur ses genoux. Ses longs cheveux blonds étaient tressés en un chignon désordonné, des mèches collées à son front. Une tasse de nouilles instantanées restait intacte à côté d'elle, maintenant détrempée et froide. Elle était encore dans sa tenue médicale de classe, un sweatshirt enfilé par-dessus pour se réchauffer. Son examen final était le matin même, diagnostic clinique, le dernier obstacle avant l'obtention de son diplôme. Elle étudiait depuis des heures, et pourtant rien ne semblait vouloir s'imprimer. Elle passa un surligneur sur la même ligne 3 fois, le regard vide. Puis son téléphone a sonné. Elle a sursauté. L'écran affichait « Rachel ». Elle a décroché dès la première sonnerie. « Salut, Laura ». La voix de Rachel était tremblante, tendue. « Je suis tombée. Je ne peux pas me lever. » Laura s'est redressée. « Que s'est-il passé ? » « Je travaillais et je me suis tordu la cheville. C'est grave. Je ne pense pas pouvoir aller à mon prochain quart. » « Quel quart ? » ? Le nouveau client à Westchester. Ce soir, c'est l'essai. Première nuit. Il y eut un long silence. « Tu veux que j'y aille ? » ? « S'il te plaît, juste cette fois, Rachel. J'ai un examen à 8 heures du matin. » « Je sais. Je suis désolé, mais je ne peux pas perdre ce contrat. C'est un manoir, Laura. Des clients riches, des heures régulières. Si j'annule ce soir, c'est terminé avant même d'avoir commencé. » Laura a pressé ses doigts sur ses yeux. « Tu as dit que c'était juste un essai. Ils ne m'ont jamais vu. Ils ne savent pas à quoi je ressemble. Tu peux y aller à ma place. L'uniforme est propre, les badges dans la poche. Tu n'as qu'à te présenter, faire le minimum, et partir. » Laura s'est levée et a commencé à faire les 100 pas, « Tu sais que je ne suis pas femme de ménage. »« Tu en sais assez, » a répondu Rachel. « Tu m'as déjà aidé. Ce n'est rien de compliqué, essuyer les surfaces, ranger un peu, peut-être quelques chambres. C'est tout. » Laura a regardé autour du petit appartement. Leur sac à dos pendait à l'arrière de la porte. Un unique porte-manteau près du réfrigérateur tenait leurs deux vestes. Une fenêtre fissurée était bouchée avec de vieilles serviettes pour bloquer le courant d'air. La cheville de Rachel devait enfler rapidement. Elle était seule et pensait encore au travail. Elle a expiré lentement. « D'accord, tu y vas. » J'ai dit « D'accord. » « Envoie-moi l'adresse. »« Merci » a murmuré Rachel. « Vraiment ? » Laura a mis fin à l'appel sans répondre. Elle a agi rapidement, sachant qu'elle perdrait son courage si elle réfléchissait trop longtemps. Dans la salle de bain, elle a trouvé l'uniforme gris repassé et un emballage plastique accroché au crochet. Elle a retiré son sweatshirt et ses tenues médicales et s'est changée. C'était un peu grand pour elle, mais pas au point d'être important. Le badge accroché à l'avant affichait R. Martinez. Elle a resserré sa queue de cheval et a éclaboussé son visage d'eau froide. Devant la porte d'entrée, elle a enfilé ses bottes et son imperméable, a attrapé son parapluie, tordu, à peine utilisable, et est sortie sous l'orage. Le vent l'a frappé comme une gifle, et le parapluie a failli se retourner dans sa main. Elle l'a redressé de force et a couru vers le métro, l'eau s'infiltrant déjà dans ses chaussures. Sur le quai, elle a vérifié l'adresse que Rachel lui avait envoyée, Hawthorne, Westchester, un quartier très éloigné de leur monde. Alors que le train arrivait, elle est montée, trempée, le cœur battant. Elle a serré son sac contre sa poitrine et a essayé de ne pas penser à ce que demain lui réserverait. Juste ce soir, juste une faveur, puis de retour à l'étude, puis de retour à sa vie. Le taxi s'est arrêté silencieusement au bord d'une longue allée courbe. Laura est sortie sous la pluie, le domaine se dressant devant elle comme sorti d'un rêve oublié. La maison était immense, colonnes de pierre, hautes fenêtres, un toit d'ardoise sombre et mouillé. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans son immobilité. Les lumières brillaient, oui, mais faiblement, comme si la maison dormait, pas chaleureuse, pas vivante. Elle a serré la poignée de son parapluie en s'approchant de la lourde porte en bois. Son cœur battait plus fort que le tonnerre. Avant qu'elle ne puisse frapper,
La porte s'est ouverte en grinçant. Un homme grand se tenait dans l'embrasure, silhouetté par la lumière douce derrière lui. Il semblait sortir d'une longue réunion, ou d'une nuit blanche, ou des deux. Sa chemise était légèrement froissée, le bouton du haut défait. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude. Mâchoire carrée, des cheveux grisonnants aux tempes. Ses yeux étaient sombres, fatigués et profondément réservés. Il n'a rien dit au début, se contentant de la balayer du regard rapidement, uniforme, badge, le parapluie égouttant à ses pieds. Puis, vous êtes du service de nettoyage. Laura a hésité, surprise par sa franchise. Oui, je suis Rachel. Il n'a pas posé de questions. Ses yeux ont jeté un coup d'œil au badge. Vous êtes en retard. Désolé, a-t-elle marmonné. Il s'est écarté. Juste le rez-de-chaussée, le salon et la bibliothèque. Pas besoin de monter. Elle a hoché la tête rapidement et est passée devant lui. La porte s'est refermée derrière elle avec un bruit sourd et feutré. À l'intérieur, l'espace était à couper le souffle, et pourtant étrangement froid, parquet poli, moulure au plafond, œuvre d'art qu'elle ne pourrait jamais se permettre d'étudier, encore moins d'accrocher à ses murs. Mais pas de fleurs, pas de signe de vie, pas de chaleur. Cela ressemblait plus à un showroom qu'à une maison. Laura a marché doucement dans le salon et a posé son sac de nettoyage. Elle a jeté un œil vers le couloir, puis a commencé à essuyer les surfaces avec des mouvements précis et exercés. Ses nerfs étaient encore à vif. Elle était à mi-chemin du dépoussiérage de la table basse lorsqu'elle l'a entendu, un petit pas traînant derrière elle, comme des pieds nus sur le carrelage. Elle s'est retournée. Un petit garçon se tenait au bord de la pièce, peut-être 4 ans, pâle avec des cheveux bruns doux et de grands yeux gris qui semblaient trop sérieux pour son âge. Il serrait un éléphant en peluche dans une main, l'autre pendait mollement le long de son corps. Laura s'est figée, puis a offert un doux sourire. « Bonjour. » Il n'a pas répondu, se contentant de pencher légèrement la tête. « Je suis juste là pour nettoyer un peu. »« Comment tu t'appelles ?»« Toujours rien. » Il a cligné des yeux, curieux, mais silencieux. Elle a jeté un œil au mouchoir dans la poche de son tablier, puis a tendu la main et en a sorti un. Avec quelques plis rapides, elle l'a transformé en un petit avion en papier. « Tu veux voir quelque chose de cool ?» a-t-elle murmuré. Les yeux du garçon ont suivi sa main alors qu'elle lançait doucement l'avion vers lui. Il a flotté maladroitement, atterrissant près de ses pieds. Il s'est penché pour le ramasser et a souri, juste un peu, un éclair d'amusement. Le cœur de Laura a fondu. Derrière elle, une voix a parlé. Il ne sourit jamais aux étrangers. Elle s'est retournée brusquement. L'homme de tout à l'heure se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés lâchement sur sa poitrine. Il ne fronçait pas les sourcils, mais il ne souriait pas non plus. Son regard restait fixé sur son fils, pas sur Laura. « Je ne voulais pas le déranger », a-t-elle dit rapidement. « Non. » Sa voix était basse, égale. « Il est juste méfiant. » C'est tout. Le petit garçon a levé les yeux vers son père, puis de nouveau vers Laura, tenant toujours l'avion en papier. « Je vais finir et partir », a-t-elle dit, ses mains reprenant le nettoyage. Mais David Whitmore n'a pas quitté la pièce. Il est resté là un instant de plus, observant la femme à la serpillière et au sourire nerveux, qui avait réussi à faire rire son fils. Et pour la première fois depuis très longtemps, il ne se sentait pas complètement seul. La maison était devenue plus calme depuis l'arrivée de Laura, mais pas de la même manière qu'auparavant. Le salon, autrefois rigide et silencieux, résonnait maintenant d'un faible écho de rires d'enfants et du bruissement de pas légers. Laura continuait d'essuyer les étagères, précise et constante, jetant parfois un coup d'œil au petit garçon qui observait depuis le couloir. Théo n'avait pas beaucoup parlé, mais il n'était pas parti. Il serrait l'avion en papier dans une main et s'appuyait contre le mur comme un petit gardien. « Le dîner est prêt », a appelé une voix grave. Laura s'est retournée pour voir David dans l'arche de la salle à manger, les manches retroussées, un torchon sur l'épaule. Elle a cligné des yeux. « Je peux m'effacer. » Il a secoué la tête. « Mon chef est en congé ce soir. J'ai cuisiné. Mon fils vous a déjà invité. » Théo a fait un petit signe de tête solennel. Laura a hésité, puis s'est essuyé les mains. « Je ne devrais vraiment pas, ce ne sont que des spaghettis, » a dit David, se tournant déjà. La salle à manger était longue et élégante, mais la nourriture était modeste, 3 assiettes, de simples spaghettis et un bol de salade. Théo est monté sur son siège rehausseur.
David a fait un geste vers la chaise à côté de lui. Laura s'est assise avec prudence. Vous invitez toujours vos femmes de ménage à dîner? David n'a pas levé les yeux. Seulement celle qui plie des avions en papier. Elle a ri, la tension s'est relâchée un instant. Théo a mangé plus que prévu, se penchant même vers Laura et murmurant, « Tu manges lentement ». David a levé les yeux, surpris. Il ne parle généralement à personne. Laura a souri. Je dois avoir une énergie spéciale pour les spaghettis. Les yeux de David se sont attardés. Vous travaillez dans le nettoyage depuis longtemps? Laura s'est raidie. Pas exactement. J'ai juste aidé ma famille. Donc, ce n'est pas votre travail principal. Non, je termine mes études. Que étudiez-vous? Elle a hésité. Les sciences de la santé. Il a hoché la tête lentement, silencieux, mais l'observant comme une énigme. Après le dîner, Laura a débarrassé les assiettes. David a regardé, distrait, sans l'arrêter. Alors qu'elle tendait la main vers son manteau, Théo est apparu à ses côtés, ses petits doigts agrippant les siens. « Tu peux me lire une histoire ?» a-t-il demandé. Laura a cligné des yeux. « Moi ?» Il a hoché la tête, tirant déjà. Elle a regardé David. « Si ça ne vous dérange pas, juste une. » Ses bras étaient croisés, mais il a fait un bref signe de tête. La deuxième chambre à gauche. La chambre de Théo était bien rangée, mur bleu pâle, livres alignés sur une étagère basse. Une veilleuse brillait doucement. Laura l'a aidé à monter sur le lit et a choisi une histoire sur un ours qui ne pouvait pas dormir. Pendant qu'elle lisait, la tête de Théo s'est inclinée jusqu'à reposer sur son bras, sa respiration s'est régularisée, son éléphant en peluche calé sous la couverture, l'avion en papier sur la table de chevet. Elle a murmuré, la dernière ligne, et a fermé le livre. Quand elle s'est retournée, David était dans l'embrasure de la porte, silencieux, observant. Elle s'est levée lentement, brossant les cheveux de Théo avant de s'engager dans le couloir. « Merci », a dit David doucement. « De quoi ?» Il a regardé vers le lit. De lui avoir donné ça. Il n'a laissé personne entrer là depuis. Il s'est arrêté, sa voix s'éteignant. Laura n'a pas demandé. Elle n'en avait pas besoin. « Je devrais y aller », a-t-elle murmuré. Il l'a suivie en bas. Devant la porte, elle a tendu la main vers la poignée, mais il a fait un pas en avant, soulevant un parapluie. Sans un mot, il l'a tenu au-dessus d'elle alors qu'il sortait sous la pluie. Difficile de trouver quelqu'un qui nettoie et lit des histoires du soir, a-t-il murmuré. Elle a levé les yeux, surprise par la douceur de sa voix. Merci pour aujourd'hui, a-t-il ajouté. Elle n'a pu que hocher la tête. Alors qu'elle marchait vers le portail, il est resté là, la regardant jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la nuit. Plus tard, il s'est arrêté devant la porte de Théo. Son fils dormait profondément, les bras autour de son éléphant, un léger sourire sur son visage. David s'est appuyé contre le cadre de la porte, murmurant dans le silence, « Tu as souri pour elle, mon pote. Quelque chose que je ne t'ai pas vu faire depuis très longtemps. » Le lendemain matin, David Whitmore était assis au bord de son bureau, le téléphone à l'oreille. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres de son bureau à domicile, mais il la remarquait à peine. « Je veux que la même femme revienne », a-t-il dit fermement. « Rachel, celle de la nuit dernière. Renvoyez-la. » Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. « Monsieur Whitmore, je devrais confirmer son emploi du temps. »« Alors confirmez-le », a-t-il dit sèchement, puis a mis fin à l'appel. Il s'est adossé, silencieux un instant. Quelque chose avait changé dans sa maison la nuit dernière. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressemblait moins à un musée qu'à une maison. Théo avait souri, même ri, et David ne laisserait pas cela lui échapper. De retour dans le Queens, Rachel se reposait encore quand Laura est rentrée de cours. Sa cheville était surélevée, enveloppée de gaz. Elle avait l'air pâle mais a réussi un petit sourire. « Ils ont appelé », a murmuré Rachel. « Le client me veut de nouveau. » Laura a levé un sourcil. « Et je leur ai dit oui. » La voix de Rachel était calme. « Puis je leur ai donné ton numéro à la place. » Laura a cligné des yeux. « Rachel, tu n'as pas, encore, a-t-elle dit. Garde son Facebook. » Je l'ai fait. Elle a soutenu le regard de Laura. « Je ne peux pas y aller, Laura. Tu as vu ma cheville, mais il a demandé moi,
ce qui veut dire qu'il a demandé toi. Laura s'est frotté les tempes. J'ai des examens. Je ne peux pas juste faire la femme de ménage pour un homme à Westchester. Avant que Rachel ne puisse argumenter, le téléphone de Laura a sonné. Numéro inconnu. Elle a regardé l'écran, puis a répondu. Rachel, la voix était inimitable, calme, grave, indubitablement David Whitmore. Le pouls de Laura s'est emballé. Oui, c'est Whitmore. J'aimerais que vous reveniez aujourd'hui. J'organiserai le transport. Vous serez rémunéré. Je ne pense pas que je. Vous pouvez, l'a-t-il interrompu, son ton ferme, mais pas méchant. S'il vous plaît, j'insiste. Laura a hésité. Elle a pensé à la petite main de Théo agrippant la sienne, à son rire timide, à l'avion en papier flottant dans la pièce. Je viendrai, a-t-elle dit doucement. Cet après-midi-là, une voiture noire l'attendait sur le campus. Le chauffeur a tenu la porte. Laura s'est glissée à l'intérieur, équilibrant ses livres sur ses genoux. Elle s'est rappelée, juste pour quelques jours, rien de plus. Au domaine, David l'a accueillie à la porte. Cette fois, il portait un costume impeccable. Il semblait plus composé, mais la fatigue dans ses yeux était toujours là. « Vous êtes là ?» a-t-il dit doucement. Puis il a ajouté, « Bien. Voyez ça moins comme du nettoyage, plus comme du tutorat pour mon fils. Il réagit bien à vous. » Laura a croisé les bras. Seulement après les cours et sans salaire supplémentaire. Je ne fais pas ça pour l'argent. David a hoché la tête, presque souriant. Comme vous voulez. Les jours ont pris un rythme tranquille. Laura arrivait chaque après-midi, se changeait en son uniforme et se déplaçait dans la maison avec une familiarité tranquille. Les soirs où le personnel de cuisine était en congé, elle préparait des repas simples, croque-monsieur, soupe à la tomate, pâte aux œufs à la coque. Elle pliait les petites chaussettes de Théo, nettoyait sa salle de jeu et l'aidait à ranger ses livres d'images. Elle répondait à toutes les questions qu'il posait, même celles qui venaient en chuchotant au coucher. Théo a commencé à la suivre partout. Il l'attendait près des escaliers, lui tenait la main lorsqu'il se promenait dans le jardin, et riait quand elle construisait des tours avec des boîtes de céréales et de vieilles briques de Lego. David voyait tout. Parfois depuis la fenêtre du bureau, parfois depuis l'embrasure de la porte, silencieux et immobile, il regardait Laura dépoussiérer la chambre de Théo et découvrir un vieux cadre photo coincé entre des livres d'histoire. Elle l'a nettoyé et l'a posé sur son bureau, une photo d'une femme aux yeux chaleureux berçant un bébé, la mère de Théo. Un autre soir, Laura a trouvé un éléphant en peluche usé dans une boîte étiquetée « Don ». Elle n'a pas dit un mot, l'a juste dépoussiéré, l'a gonflé et l'a posé délicatement sur l'oreiller de Théo. Cette nuit-là, Théo a serré le jouet fortement en s'endormant, le cadre photo veillant sur lui depuis le bureau. Laura n'a jamais mentionné ces gestes délicats. Mais David l'a remarqué, et au fil des jours, quelque chose a commencé à se détendre en lui, un poids qu'il n'avait pas su nommer. Il ne redoutait plus de passer le seuil de la porte chaque soir. Maintenant, quand il rentrait à la maison, il y avait de la lumière, une douce voix lisant un livre d'enfant, des rires, de la chaleur. Il s'arrêtait au seuil du salon, la main sur sa cravate desserrée, et écoutait. Et bien qu'il ne l'ait jamais dit à voix haute, il savait que cette maison n'était plus silencieuse. Elle commençait à ressembler à un foyer. Les nuits dans la maison Whitmore avaient toujours été les plus difficiles. Le silence s'installait, pesant, les ombres trop profondes. Théo, petit et observateur, craignait le noir depuis le jour où sa mère n'était plus passée par la porte. La plupart des nuits, il se réveillait en pleurant, s'accrochant à son éléphant en peluche, murmurant son nom. Laura l'a remarqué. Un soir, au lieu d'une rapide histoire du soir, elle a sorti du papier, des marqueurs et des ciseaux. Assise sur le sol à côté de son lit, elle a commencé à découper des formes, des étoiles, des lunes, des constellations, et les a scotchées sur les murs bleu pâle, construisant un ciel lumineux. « C'est quoi celui-là » a demandé Théo, pointant du doigt. « C'est Orion » a-t-elle murmuré. « Il est fort. Il veille sur ceux qui dorment. » « Et celui-là » Laura a souri. « Lyra. On dit que sa lumière porte la musique du ciel. » Théo a cligné des yeux. « De maman » Laura a marqué une pause, puis a hoché la tête. « Oui, comme une berceuse qu'elle t'envoie pour que tu n'aies plus jamais peur. » Théo a souri, petit et réel. « Tu resteras jusqu'à ce que je m'endorme. » « Je resterai.
Plus tard cette nuit-là, David est rentré à la maison, les épaules lourdes. En passant devant la chambre de Théo, il a entendu des voix et a légèrement poussé la porte. Laura était assise à côté de son fils, son bras doucement autour de lui, pointant du doigt les constellations sur le mur. Théo murmurait les noms après elle, une admiration silencieuse dans sa voix. Il souriait. David est resté dans le couloir, immobile. Quelque chose lui faisait mal à la poitrine, quelque chose d'inhabituel. Les jours suivants ont pris un rythme. Laura arrivait après les cours, et la maison n'était plus silencieuse. Elle et Théo ont fait des crêpes le samedi matin. Ils lisaient des livres étalés sur le tapis. Ils remplissaient les après-midi tranquilles de crayons, de tours de blocs et de rires. David observait de loin. Il se disait que c'était pour Théo, mais il s'attardait plus qu'il ne le voulait. Puis est venue une autre nuit pluvieuse. Laura est arrivée trempée, son parapluie détruit par le vent. Elle a balayé l'idée de la main, souriant. Mais au dîner, son visage était pâle, ses mains tremblantes. « Vous êtes malade » a dit David. « Je vais bien » a-t-elle murmuré, chancelant légèrement. Il lui a attrapé le coude. « Ça suffit. Allez vous allonger. » Théo a levé les yeux, inquiet. « Prends ton éléphant » lui a dit David doucement. « Je vais l'aider. » Il a guidé Laura vers la chambre d'amis. Sa peau brûlait de fièvre. Elle a marmonné qu'elle devait étudier, mais il l'a fait taire. « Vous restez au lit. C'est définitif. » Elle a hoché la tête faiblement et s'est enfoncée dans les oreillers. David est allé à la cuisine, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Il a préparé du bouillon, et est revenu avec un bol fumant et un linge frais. Alors qu'il était assis à côté d'elle et pressait le linge sur son front, elle s'est agitée. « Papa » a-t-elle murmuré, les yeux toujours fermés. Il s'est figé. « Je l'ai vu » a-t-elle murmuré. « Dans mon rêve, j'avais 12 ans quand il est mort. » David a dégluti. Elle avait l'air si jeune, si vulnérable. « Il me manque. » Il est resté là, immobile un instant, puis doucement, « Si j'étais de votre famille, je serais fier. » Elle s'est rendormie. Plus tard cette nuit-là, Théo s'est glissé dans la pièce, son éléphant à la main. David s'est penché. Elle se repose. Elle se sentira mieux demain. Théo a murmuré, « On peut la garder ?» David n'a pas pu répondre. Mais en regardant la jeune fille endormie dans sa maison, sa présence tranquille rendant l'atmosphère de nouveau chaleureuse, il a su que quelque chose avait changé, quelque chose d'ordinaire, quelque chose de magique. Le domaine Whitmore était exceptionnellement calme ce matin-là. Laura fredonnait doucement en dépoussiérant les étagères de la bibliothèque, son esprit déjà tourné vers les notes qu'elle devrait réviser plus tard pour son examen. Théo était assis sur le tapis à ses pieds, coloriant avec soin les pages de son livre, la regardant de temps en temps comme pour s'assurer qu'elle ne disparaîtrait pas. Le son soudain de la sonnette les a surpris tous les deux. Théo a tendu l'oreille. « C'est papa ?» Laura a secoué la tête. « Il est au travail, mon chéri. » Elle s'est essuyé les mains sur son tablier et a marché vers la porte d'entrée. Là se tenait un homme en costume gris tenant un bloc-notes. Son expression était ferme, professionnelle. « Bonjour. Je suis des services Evercléant. Je suis là pour une vérification de routine. Rachel Martinez est affectée à cette résidence, n'est-ce pas ?» Laura s'est figée. Sa gorge était sèche. « Oui. » Les yeux de l'homme se sont plissés. Il a jeté un coup d'œil à ses papiers, puis de nouveau à elle. « Et vous êtes ?» Les mots de Laura se sont bloqués. Théo lui a tiré la manche, confus. « C'est Laura ?» a-t-il dit innocemment. L'homme s'est redressé, la suspicion a vacillé sur son visage. « Laura ? Il n'y a pas de Laura dans nos registres. » Le pouls de Laura battait la chamade. Elle a ouvert la bouche, désespérée de former une explication, quand une voix a traversé le silence. Que se passe-t-il ? La haute silhouette de David a rempli le couloir. Il venait de rentrer chez lui de manière inattendue, sa veste drapée sur son bras, sa présence aussi imposante que jamais. L'homme s'est tourné vers lui. « Monsieur Whitmore, pardonnez-moi. Je suis le directeur régional d'Evercléant. Je suis venu assurer le suivi. Cette femme ici, ce n'est pas Rachel Martinez. Elle n'est pas des nôtres. » Le regard de David s'est posé sur Laura, ses yeux se sont durcis. De quoi parle-t-il ? La gorge de Laura était sèche.
Elle pouvait voir Théo regarder entre eux, inquiet, serrant son éléphant contre sa poitrine. Monsieur Whitmore, a poursuivi le directeur, votre femme de ménage attitrée est en congé maladie. Qui que soit cette personne, elle est ici sous de faux prétextes. David n'a rien dit pendant un long moment. Le silence était suffocant. Finalement, sa voix était froide, cassante. Laissez-nous. Le directeur a hoché la tête avec raideur et est sorti, la porte se refermant derrière lui. Les jambes de Laura se sont senties faibles. David, s'il vous plaît. Sa voix a coupé sa supplication. Qui êtes-vous? Elle a dégluti. Je m'appelle Laura. Rachel est ma sœur. C'est elle qui devait venir, mais elle s'est blessée. Je ne suis venu que cette première nuit pour l'aider. Je n'ai jamais voulu. La mâchoire de David était serrée, son expression illisible. Donc vous avez menti. Vous êtes entré chez moi sous un faux nom. Vous avez laissé mon fils croire. Sa voix s'est brisée, puis s'est de nouveau durcie. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Les larmes ont embrouillé la vision de Laura. Je ne voulais pas vous tromper. Je pensais que ce ne serait qu'une nuit, c'est tout. Mais ensuite vous m'avez demandé de revenir, et Rachel n'était pas encore prête à travailler. Et Théo, sa voix s'est brisée. Je n'ai jamais prévu de rester si longtemps. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal à aucun de vous deux. La poitrine de David se soulevait et s'abaissait brusquement, la colère et quelque chose de plus profond se tordant dans ses yeux. Savez-vous ce que ça fait de revoir enfin mon fils sourire et de réaliser que c'était bâti sur un mensonge? Elle a tressailli. Ce n'était pas un mensonge, pas avec lui. Chaque moment avec Théo était réel. Je tiens à lui. Je tiens à... Elle s'est arrêtée. David a reculé comme si ses mots l'avaient brûlé. Sa voix était basse, dangereuse. Vous êtes comme tout le monde. Vous êtes entré dans ma vie parce que vous aviez besoin de quelque chose, de l'argent, de la sécurité, peu importe. Vous m'avez fait croire que vous étiez différente. Les larmes de Laura ont coulé. Ce n'est pas vrai. Je n'ai pas pris plus que ce dont j'avais besoin. Je vous ai dit que je n'étais pas là pour l'argent. Mais il n'écoutait plus. Son visage s'est fermé, comme des volets qui tombent sur son expression. Vous devriez partir, a-t-il dit d'une voix neutre. Nous prendrons d'autres dispositions à partir de demain. Le souffle de Laura s'est coupé. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, pour le supplier de la croire, mais le regard dans ses yeux l'a réduite au silence. Elle s'est tournée lentement vers la porte. Théo était resté là tout le temps, la confusion obscurcissant son petit visage. Tu pars, a-t-il murmuré. Laura s'est penchée pour embrasser son front, ses larmes tombant dans ses cheveux. Je suis désolée, mon chéri. Puis elle est sortie sous la pluie, son cœur se brisant à chaque pas, laissant derrière elle le garçon qu'elle avait appris à aimer et l'homme dont elle avait brisé la confiance. Le domaine Whitmore était redevenu silencieux. Non pas le calme doux et chaleureux qui s'était installé pendant les visites de Laura, mais le silence lourd et étouffant qui avait régné sur la maison pendant de longues années. David marchait dans les couloirs tard dans la nuit, le son de ses propres pas lui renvoyant l'écho. Les rires de Théo avaient disparu. La faible lumière que Laura laissait toujours allumée dans la cuisine était partie. Il n'y avait plus le doux murmure de sa voix venant de la chambre de son fils. C'était comme si elle n'avait jamais été là, mais elle l'avait été, et l'absence faisait plus mal à cause de cela. Théo a été le premier à mettre des mots sur ce que David ressentait déjà. Papa. La petite voix de son fils est venue de l'embrasure de la porte un matin alors que David nouait sa cravate. Théo serrait son éléphant en peluche, sa lèvre inférieure tremblante. Mademoiselle Laura va revenir? La gorge de David s'est serrée. Il s'est accroupi, lissant les cheveux de Théo. Non, mon pote. Plus maintenant. Les yeux de Théo se sont remplis de larmes. Mais elle avait promis de me relire l'histoire des étoiles. Elle a dit, les étoiles sont les lumières de maman. David a fermé les yeux. La douleur de son fils reflétait la sienne. Cette nuit-là, incapable de dormir, David s'est servi un verre et s'est assis dans le bureau. Mais au lieu de lire des rapports, il s'est retrouvé à se souvenir. Les mains de Laura, douces alors qu'elle ajustait la couverture de Théo, ses rires, doux mais sans retenue, lorsque l'avion en papier de Théo s'écrasait sur son épaule. La façon dont elle avait remarqué des détails que personne d'autre ne voyait, la photo de sa défunte femme rangée, l'éléphant en peluche abandonné, les terreurs nocturnes qui laissaient Théo en pleurs.
Il a pensé à la nuit où elle avait doucement réchauffé du lait à 2 heures du matin quand Théo ne pouvait pas dormir, s'asseyant à côté de lui jusqu'à ce que ses paupières se ferment enfin. À l'après-midi où elle avait glissé une note dans son calendrier, lui rappelant l'anniversaire de sa défunte femme, quelque chose qu'il avait presque oublié dans le flou du travail et du chagrin. Elle avait porté leur chagrin comme si c'était le sien, sans demander de reconnaissance, et il le lui avait renvoyé avec une phrase cruelle, « Vous êtes comme tout le monde. Vous êtes entré dans ma vie pour vous servir de moi. » Les mots résonnaient maintenant, amers et creux. La semaine suivante, David a quitté le bureau plus tôt que d'habitude. Sa voiture a tourné dans une rue bordée d'immeubles en briques, le modeste campus de l'école de médecine que Rachel avait mentionné. Il n'était pas sûr de la raison de sa présence jusqu'à ce qu'il la voie. À travers la grande vitre de la clinique étudiante, Laura était assise à une petite table avec un jeune patient, un petit garçon pas plus âgé que Théo, la tête enveloppée d'un bandage. Laura se penchait près de lui, sa voix douce, son sourire chaleureux, le guidant alors qu'il essayait d'écrire quelque chose sur un morceau de papier. Le garçon la regardait avec un sourire radieux comme si elle venait de lui donner le monde. David est resté figé dehors, la main sur la poignée de la porte, mais il n'est pas entré. Il ne pouvait pas. Elle avait l'air si à l'aise, si pleine de compassion. Il a réalisé à nouveau, elle n'avait pas menti pour le manipuler. Elle était simplement elle-même. Et il avait été trop aveuglé par ses propres peurs pour le voir. Pour la première fois depuis des années, David a ressenti une honte assez lourde pour lui faire baisser la tête. Cette nuit-là, de retour au domaine, il est entré dans la chambre de Théo. Son fils dormait, recroquevillé sur le côté. L'éléphant en peluche toujours serré sous son menton. Sur le mur, les constellations dessinées à la main que Laura avait scotchées restaient, un peu tordues, mais brillant toujours faiblement sous la veilleuse. David s'est assis sur le bord du lit, pressant sa main sur ses yeux. « Je suis désolé, mon pote », a-t-il murmuré, bien que Théo ne puisse pas l'entendre. « Je suis désolé d'avoir tout gâché. » Plus tard, bien après minuit, David a pris son téléphone. Son pouce a plané sur le contact de Rachel avant qu'il n'appuie sur « Appeler ». La ligne a cliqué, et sa voix était ensommeillée. « Monsieur Whitmore », il a hésité. Puis, doucement, il a prononcé les mots qui le rongeaient toute la semaine. « Je pense que je dois des excuses à votre sœur. » Il y a eu un silence à l'autre bout, suivi d'un soupir qui ressemblait presque à un soulagement. « Oui », a dit Rachel doucement. « Oui, je pense que vous le devez. » David s'est adossé à sa chaise, fixant l'obscurité. Il avait bâti sa vie sur les chiffres, les contrats et un contrôle inébranlable. Mais il réalisait maintenant que la seule chose qui importait était quelque chose de bien plus fragile, et il avait presque laissé cela lui échapper pour toujours. Le matin de l'anniversaire de Théo s'est levé clair et lumineux, la lumière du soleil inondant la pelouse impeccable du domaine Whitmore. À l'intérieur, des ballons et des guirlandes donnaient à la maison normalement solennelle une chaleur rare. Ce n'était pas une grande fête, juste un rassemblement tranquille, gâteaux, quelques décorations et les personnes qui comptaient. Rachel était debout près de la fenêtre, sa cheville guérissait encore, mais son sourire était stable. À côté d'elle, Laura s'est agitée, serrant un petit cadeau emballé dans ses mains. « Je ne sais pas si je devrais être là », a-t-elle murmuré. Rachel lui a touché le bras. « Tu lui as promis. Et tu sais, tu ne pouvais te résoudre à le décevoir. » Laura a expiré, son cœur battant plus vite à chaque pas vers la porte d'entrée. Au moment où elle est entrée, elle l'a entendu, « Mademoiselle Laura. » Théo est arrivé en courant dans le couloir, sa couronne en papier glissant de travers sur sa tête. Il lui a jeté ses bras autour de la taille avec tant de force qu'elle a failli trébucher. « Tu es venu. Tu es venu. » a-t-il crié, son petit visage rayonnant. Puis, dans un murmure de conspiration, il a ajouté, « Je le savais. Maman t'a invité du ciel. » La gorge de Laura s'est serrée. Elle est tombée à genoux et l'a serré fort, les larmes lui piquaient déjà les yeux. « Joyeux anniversaire, mon chéri. » Derrière eux, David est apparu. Il ne portait pas son costume habituel, mais un simple pull marine, les manches retroussées aux avant-bras. Il avait l'air plus doux d'une certaine manière, bien que ses yeux gardaient la même intensité. Laura s'est levée lentement, son cadeau toujours serré dans des doigts tremblants. « Vous n'étiez pas obligé de m'inviter », a-t-elle dit, sa voix incertaine. Son regard a rencontré le sien. « Je ne vous ai pas invité pour Théo. » Il y a eu une pause. Puis ces mots sont venus doucement mais fermement, « Je vous ai invité pour moi. » Son souffle s'est coupé.
Quand tout le monde s'est réuni dans la salle à manger, le gâteau éclairé de bougies. Théo a applaudi et a fait son vœu. Puis, avant que quiconque ne puisse couper la première tranche, David s'est éclairci la gorge. Avant de célébrer, a-t-il dit, sa voix portant à travers la petite pièce, il y a quelque chose que je dois dire. Les sourcils de Rachel se sont levés avec une surprise silencieuse. Laura s'est figée. David a regardé Laura, mais ses mots ont rempli la pièce. Je pensais en avoir fini avec l'amour. Que j'avais perdu tout ce qui faisait de cette maison un foyer. Mais une nuit, une jeune fille a franchi ma porte. Elle n'est pas venue avec un objectif caché. Elle n'a rien demandé. Elle a simplement aidé. Aider mon fils à rire de nouveau. Aider à me souvenir ce que c'est de rentrer à la maison et de trouver de la lumière au lieu du silence. Les yeux de Laura se sont embués. David a cherché dans sa poche et a sorti une petite boîte en velours. Il l'a ouverte, révélant non pas un grand diamant, mais une simple alliance en or. Ce n'est pas une demande en mariage, a-t-il dit doucement. C'est une promesse. Je ne veux rien d'autre que de rester à tes côtés, si tu me le permets. Je te veux ici, non pas comme aide, non pas comme invité, mais comme membre de la famille. Il s'est tourné alors, s'accroupissant au niveau de Théo. Mon fils, si tu es d'accord, j'aimerais que Laura fasse partie de notre famille. Qu'en dis-tu? Le sourire de Théo s'est étiré d'une oreille à l'autre. Il a bondi sur la pointe des pieds, criant « Oui, oui, papa, épouse-la. S'il te plaît, épouse mademoiselle Laura. » Des rires et des larmes ont rempli la pièce à la fois. Laura a pressé une main sur sa bouche, submergée. Puis elle a traversé l'espace entre eux, les larmes coulant librement sur ses joues. Elle a enlacé David, le serrant comme si elle ne voulait jamais le lâcher. Oui, a-t-elle murmuré contre son épaule. Oui, je veux ça aussi. Théo a poussé un cri de joie, les serrant tous les deux à la fois, coinçant son petit corps dans leur étreinte. Rachel s'est tamponné les yeux, souriant à travers ses larmes. Et à ce moment-là, dans une maison qui n'avait été que des ombres et du chagrin, les rires et l'amour ont refleuri. Ce n'était pas le foyer auquel aucun d'eux ne s'était attendu. Mais c'était finalement, indéniablement, une famille. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une simple faveur par une nuit orageuse est devenu le miracle qui a guéri 3 cœurs brisés. Laura a trouvé non seulement l'amour, mais une famille. David a découvert que les secondes chances sont réelles. Et Théo, il a finalement retrouvé les rires, la chaleur et la lumière de l'amour d'une mère. Parfois, le foyer dont nous avons le plus besoin n'est pas celui que nous attendons. C'est celui bâti sur la compassion, le courage et cette magie simple et ordinaire que l'amour apporte. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne. Nous vous y proposons des histoires qui vous réchauffent le cœur et vous rappellent la beauté des secondes chances. Restez connectés, car la prochaine histoire pourrait bien être celle que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui.